Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous partager 10 choses que j'ai apprises après 4 ans d'activité. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Louise, je suis photographe et vidéaste et je travaille notamment dans le secteur culturel à Lyon, mais je fais aussi d'autres types de prestations. Le mois prochain, La Lame fête ses 3 ans et pour cette occasion, n'hésitez vraiment pas à m'aider à visibiliser le podcast. Vous le savez, c'est mon grand combat depuis quelques temps. J'ai beaucoup de mal à faire voir les épisodes, donc n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent le plus, à commenter, liker, partager au max autour de vous le projet. Vous pouvez aussi laisser un don ponctuel ou mensuel à partir de 1€ sur la page Tipeee du podcast. Pareil, il y a plein d'épisodes que je pourrais pas faire sans vos dons. Donc je vous remercie énormément pour votre aide. J'ai hâte de vous partager le programme des 3 ans. Mais en attendant, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un épisode vraiment sur les dessous de mon métier, un épisode plus avancement de projet. Bon après si j'ai l'épisode bilan mais voilà, je suis ravie de vous retrouver pour ça. Le dernier épisode que j'avais fait de ce type, c'était sûrement sur comment gérer son argent quand on est en auto-entreprise, un truc comme ça. Mais voilà, sachez que j'ai pas mal d'épisodes comme ça autour de l'organisation. Voilà, j'ai fait un épisode sur l'organisation, j'ai fait un épisode sur la communication, j'ai fait des épisodes plus niches sur la photo, donc par exemple sur la photo de concert. J'ai fait aussi un épisode comment créer son auto-entreprise créative artistique. Voilà, si jamais ce thème vous plaît, vous pourrez retrouver plein d'épisodes solo sur ces sujets-là. Donc je vous parle de comment fixer ses tarifs, comment faire sa compta, comment faire sa com, comment s'organiser et tout en général. Donc si ça peut vous plaire, n'hésitez pas à checker. Voilà. Aujourd'hui donc je vais vous partager 10 choses que j'ai apprises après 4 ans d'auto-entreprise parce que comme vous pouvez vous en douter, j'ai évolué depuis comment créer son auto-entreprise créative. J'avais fait cet épisode, je pense, ma première ou deuxième année. Donc depuis, j'ai fait beaucoup de chemin. C'était hyper intéressant d'enregistrer ce podcast parce que ça laisse aussi une trace sur ce qui se passait à ce moment-là et je pense que ça peut aider des gens qui commencent tout juste. Mais voilà, après 4 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour moi dans ma manière de voir les choses, dans ma manière aussi de travailler. Et je voulais vous partager les petites choses que j'ai pu apprendre sur la route. Et voilà, au plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas, vous aussi, à partager les choses que vous avez apprises, à me faire des retours sur ce que j'ai dit aussi. Peut-être qu'il y a des choses que vous faites pas pareil, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord et tout. C'est grave intéressant de pouvoir échanger avec vous à chaque fois, donc n'hésitez pas. Et on va commencer tout de suite du coup. La toute première chose que j'ai apprise après 4 ans d'entreprise, c'est que trouver du collectif, c'était essentiel pour moi. Tout cet épisode, je vais vous parler de mon prisme, ce sera peut-être pas le cas pour tout le monde, mais moi je sais que j'aurais pas pu avancer sans le collectif en général. Le collectif, ça peut se trouver de plein de façons. Ça peut être parler à des personnes qui font la même chose que vous. Si vous êtes artisan, artisane, si vous êtes BDiste, si vous êtes danseuse, si vous travaillez en tant qu'écrivain ou écrivaine, si vous faites de la musique, quelle que soit votre activité, vous n'êtes sûrement pas la seule personne à travailler dedans. Et c'est toujours intéressant de pouvoir déjà échanger sur ces lieux de travail. Si vous n'avez pas de lieu de travail collectif, ça veut dire que, par exemple, vous travaillez chez vous. Vous pouvez aussi trouver d'autres personnes qui travaillent dans les mêmes secteurs que vous sur les réseaux sociaux, par exemple. Proposer de se voir dans un lieu public, un café, quelque chose comme ça. Si leur travail vous intéresse, je trouve que c'est toujours hyper important de rencontrer des gens qui font la même activité parce que vous êtes face à des problèmes qui sont quand même assez niches, assez originaux. Moi, je sais pas vous, mais mes amis, quand je suis arrivée à Lyon, la plupart de mes amis travaillaient pas dans ce que je faisais moi. Et donc, c'était des fois difficile pour moi de rencontrer des difficultés. Mes amis m'écoutaient évidemment, mais pouvaient pas forcément me conseiller ou me comprendre à 100% par rapport à mes difficultés financières, par rapport à mes besoins d'accompagnement, d'aide sur de la compta, etc. Enfin, j'étais un petit peu seule dans mon délire, quoi.
Et rencontrer des gens qui font la même chose que moi, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Personnellement, je l'ai fait par plusieurs biais. Déjà, j'ai commencé en allant dans une association quand je suis arrivée à Lyon. C'était Kino Lyon, ça s'appelle. Kino, il y en a dans toutes les villes. En gros, c'est une asso qui fait des appels à court-métrage. Donc, l'asso lance un thème. Et vous avez, on va dire, 2 mois pour créer un court-métrage sur ce thème-là, qui fait environ 3 minutes. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Et à la fin, il y a des projections. Donc j'avais participé à ça et puis je suis devenue bénévole dans l'asso. Et en général, les associations, ça a toujours été un endroit qui m'a permis de créer du lien autour d'un projet commun évidemment, mais aussi créer du lien personnellement parce que y a des gens avec qui vous vous entendez bien et vous devenez amis. Et du coup, ça apporte beaucoup, je trouve, humainement parlant, ce qui est déjà énorme, et aussi professionnellement parlant parce que vous pouvez vous entraider du coup si c'est des assos assez thématiques sur ce que vous faites. Donc je trouve que c'est très intéressant par rapport à ça. J'ai aussi rencontré des amis grâce aux réseaux sociaux, des gens qui faisaient par exemple de la photo que je trouvais très cool, des gens qui faisaient du ciné, des gens qui faisaient du théâtre, plein de choses comme ça. Des fois, juste envoyer un petit message, contacter la personne et proposer de boire un café si la personne est d'accord, est dispo et a du temps. Parfois, il y a des bonnes surprises et c'est un peu comme ça aussi que s'est forgé notre collectif maintenant. C'était après s'être contacté sur Internet et aussi grâce à des assos dans lesquels on s'était aussi rencontrés. Donc, je trouve que c'est toujours quelque chose de bien de trouver du collectif. J'ai aussi pu créer du lien avec des collègues photographes. C'est toujours difficile des fois d'approcher les autres. Je sais que moi je suis une grande timide, donc c'est pas forcément évident. Il y a des fois où je suis hyper extravertie et d'autres fois où j'arrive pas du tout à parler aux gens. Donc il n'y a pas besoin de se brusquer non plus. Mais si des fois vous avez une petite once d'énergie et que vous sentez bien les gens, c'est toujours cool de pouvoir discuter derrière les barrières pendant un concert, etc. C'est toujours intéressant, puis des fois on garde contact et aussi c'est un bon moyen de pouvoir se situer aussi dans le secteur. Je trouve que c'est toujours intéressant de parler par exemple de rémunération avec des photographes de votre secteur si vous êtes photographe et de savoir combien eux ils sont payés pour la même prestation que vous, combien eux ils demandent à telle ou telle salle. Ça permet aussi de se situer, de pouvoir se défendre aussi sur ses prix et de pouvoir collectivement essayer de se défendre sur nos droits, etc. Et puis dernier palier aussi, il y en a encore plein d'autres, mais que moi j'ai actionné aussi pour trouver du collectif et faire des choses ensemble. Bon, il y avait bien évidemment le fait qu'on a créé notre asso, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup porté pendant longtemps et encore aujourd'hui. Mais il y a aussi me syndiquer, ou en tout cas travailler avec des syndicats. Je trouve que le syndicalisme, c'est aussi quelque chose qu'on connaît moins dans la culture et qui n'est pas forcément évident, et les syndicats sont pas toujours parfaits non plus. Mais je trouve que le syndicalisme, c'est quelque chose vraiment d'indispensable. On n'est pas tous obligés de se syndiquer, mais par contre, se renseigner sur les droits qu'on a grâce aux syndicats, se renseigner sur les luttes actuelles dans notre secteur, et puis rencontrer, discuter avec des syndicats, je trouve que c'est vraiment quelque chose à garder, voilà. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je fais souvent et qui m'apporte énormément aussi pour savoir que je suis pas toute seule quand j'ai des problèmes avec mes patrons et que je peux avoir des gens qui défendent mon statut, mes droits au niveau de l'État, et aussi moi s'il m'arrive un problème pendant mon travail, je suis pas toute seule, et je vous le dis à vous aussi, vous êtes pas toute seule. Mais voilà, et puis aussi apporter ma pierre à l'édifice en participant aux mobilisations pour mon secteur, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc trouver du collectif, ça m'a porté et ça m'a apporté pendant mes 4 ans d'auto-entreprise. Moi je suis en auto-entreprise. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur le processus avec mes clients. Ça m'a appris à apprendre plein de choses sur mon organisation, sur mes droits, sur plein de choses. Et voilà, on s'entraide en fait, on se passe des tips sur tout et n'importe quoi. Moi si on m'envoie un message et qu'on me demande où est-ce que tu imprimes tes tirages, comment tu fixes tel prix, comment tu fais pour ci ou ça, des fois j'ai la flemme d'expliquer, du coup je renvoie à mon podcast parce que j'explique tout ici, mais je ne dis jamais non pour donner un conseil, et je trouve que c'est trop bien de pouvoir s'entourer de gens qui font la même chose et se porter vers le haut tous ensemble. Deuxième chose que j'ai apprise au bout de 4 ans d'activité, c'est que avoir une vraie organisation, ça a été essentiel pour moi et ça a tout changé dans la façon dont je faisais mon travail. Avoir une vraie organisation, ça peut comporter plein de choses, et ça je vous en parle plus en détail du coup dans l'épisode qui est dédié à ça. Mais du coup ça passe notamment par maintenant définir à l'avance combien de jours de week-end je veux prendre par semaine par exemple.
Maintenant, j'ai un quota minimum de jours de week-end à prendre chaque semaine. Moi, mon jour minimum, c'est 1 jour et demi maintenant. Avant, c'était 1 jour. Maintenant, c'est 1 jour et demi. J'aimerais bien passer à 2 jours, mais voilà, j'attends de pouvoir déjà bien vivre de mon activité pour le faire. En tout cas, je sais que j'ai 1 jour et demi à prendre par semaine et c'est pas négociable. Ensuite, j'ai aussi un nombre de jours de congés pas payés parce que je n'ai pas de droit du travail à prendre par an. Mais du coup, pareil, je me force à poser des vacances à l'avance, à poser mes jours de week-end à l'avance. Des fois, ça change un peu parce que voilà, j'ai un client à la dernière minute, etc. Mais j'essaye au maximum de pouvoir poser mes vacances en avance et m'y tenir, quitte à refuser des prestats, même si ça fait mal au cœur. Mais ça me sauve ma santé mentale, vraiment. C'est juste avoir du repos, quoi. Enfin, c'est normal, mais bon, voilà. Je sais que quand on n'est pas payé pour nos vacances, enfin, nous, on n'a pas de congé payé en auto-entreprise, du coup, c'est plus dur aussi de prendre des vacances. On a toujours l'impression qu'il faut travailler en continu, mais on travaillera mieux à tête reposée que à tête pas reposée. Aussi, j'ai plein, du coup, de moyens d'organisation, et encore une fois, ça m'est très personnel. Peut-être qu'il y a d'autres gens à qui ça parlera pas du tout, mais moi, ça me fait vraiment du bien de faire des bilans réguliers, en fait. Et du coup de me poser des objectifs. Je me pose des objectifs chaque année, du coup au début de l'année, chaque année par an quoi. Sur 2026, je commence en janvier, je pose tous mes objectifs que je vais atteindre fin 2026. Je vous en ai parlé dans mon épisode de janvier. Ensuite, je vais découper ces objectifs. Je vais me poser des objectifs à 3 mois. Donc, je vais prendre mes objectifs à l'année et me dire, ok, parmi les choses que j'ai écrites, combien je peux essayer de faire en 3 mois. Donc, je vais écrire ces objectifs-là sur mon petit carnet. Et ensuite, pareil, je vais faire des objectifs par mois. Donc, mais ça, je les fais pas à l'avance. Hein. J'écris pas aujourd'hui mes 3 mois de fin d'année. J'écris là mes 3 mois de début d'année. J'écris ensuite mes objectifs du mois de janvier. À la fin du mois de janvier, j'écris mes objectifs du mois de février. Et à la fin du mois de février, j'écris mes objectifs du mois de mars. Et à la fin de mars, j'écris mes objectifs pour les 3 mois d'après et pour le mois d'avril. Et à chaque fois, du coup, ça me permet de faire des petits bilans à ce moment-là. Ensuite, comme j'ai des objectifs clairs qui, je sais, sont censés m'amener à mes gros objectifs d'année, là, mon but, c'est pas de regarder mon objectif à l'année, mais vraiment de me focus sur mes objectifs de janvier et de me dire, ok, comment je découpe ça par semaine? Je me fais des plannings et en plus, mes plannings, faut laisser aussi des petits moments de trou parce que t'as toujours des clients au dernier moment. Il y a toujours des trucs qui se passent. Mais voilà, en fait, j'y vois très clair parce que je sais ce qu'il faut que je fasse dans une semaine. Je sais que j'ai du temps à mettre pour les choses qui arrivent au dernier moment. Et je sais quels sont mes jours de repos et du coup, les jours à ne pas toucher, quoi. J'essaye de faire aussi des objectifs un peu plus réalistes qu'avant parce que c'était pas mon fort, je vais pas vous mentir. Et ça fonctionne très bien pour moi. Mais à part ça, voilà, j'ai plein d'autres systèmes d'organisation. J'ai un fichier avec toute ma comptabilité. J'y écris mes recettes. J'y écris aussi les dépenses, donc tout ce qui est dépenses de matos. Voilà, dès que j'achète quelque chose. J'écris aussi tout ce que l'URSSAF me prend. J'ai aussi voilà, une case pour tous mes abonnements. Donc tout ce qui est Adobe, mon assurance pro, mon compte pro, etc. etc. Et ça me permet d'avoir vraiment un suivi sur ma comptabilité. J'y mets également toutes les factures, les devis, les contrats que je fais chaque mois pour avoir une trace en fait de tout ce que je fais et de tous mes contrats et de toutes les choses que j'ai signées, etc. J'ai aussi un système de facturation qui est hyper organisé. J'ai aussi un plan de com parce que pareil, si j'ai des objectifs mais que j'ai pas de plan de com, pour moi c'est un peu lancer des choses n'importe comment et moi j'ai besoin de savoir en fait ce que je suis censée publier quand, sinon c'est une trop grosse charge mentale de tous les jours me réveiller et me dire qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui. Au début de chaque semaine, tout simplement, j'écris les choses que j'ai envie de poster. Chaque jour, j'ai un petit peu des objectifs différents. Donc il y a un jour par exemple où je vais parler plus du podcast, un jour où je vais parler plus de mes offres, un jour où je vais plus montrer des photos, etc. Et je sais que du coup, j'ai plus qu'à remplir ça. Pareil, mon plan de com, il est hyper organisé, je sais à l'avance ce que je vais faire et tout. Et ça m'aide beaucoup à y voir plus clair. Donc voilà pour la com. Et puis voilà, dans mon emploi du temps, du coup, comme je vous ai dit, je mets tous mes rendez-vous, je mets toutes mes obligations d'objectifs et je mets ensuite tous mes rendus clients à faire et mes prestats. Et ça donne mon emploi du temps de la semaine assez rapidement, hein. Il se remplit assez vite. Et dans celui-là, d'ailleurs, je note toutes mes heures de travail. Ça, je vous l'ai déjà dit, en fonction des projets. Donc je vais marquer le temps que je passe sur ma com et la gestion de mon entreprise en général. Je vais marquer le temps que je passe sur mes prestats en particulier. Donc tout ce qui est écriture de contrat, prise de
de vue, post-prod, etc. Je vais marquer tout le temps que je passe sur le podcast, sur la boutique Etsy, sur les projets aussi d'assaut, etc. Enfin, il y a plein de choses que je note comme ça. Et comme je vous l'ai dit, moi je suis arrivée quand même dans un travail que je trouvais hyper flou, j'ai pas d'emploi du temps, je travaille toute seule de chez moi, j'ai pas de cadre de travail et je me le suis construit petit à petit. Et ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir construire ça petit à petit et poser brique par brique mon petit cadre à moi qui me convient à moi. Et encore une fois, le but c'est pas que vous fassiez comme moi, mais c'est que vous fassiez quelque chose qui est adapté à vous et dans lequel vous vous sentez bien tout simplement. Si vous trouvez que vous savez pas trop par où commencer, où aller, etc., je trouve que c'est définir déjà une organisation de temps, une organisation de planning, une organisation dans la communication, dans la gestion des sous. C'est déjà commencer, je trouve, avec des bonnes bases. Donc je conseille de ouf de faire ça. Troisième apprentissage que j'ai grappillé sur la route, c'est que il faut absolument, je pense, en prestation de service, travailler avec un processus clair. Aussi d'ailleurs en fait pour de la vente de marchandises si vous êtes artisan. En fait au fur et à mesure je me suis rendu compte que parfois mes clients me contactaient et que je savais pas trop quoi leur dire. Par exemple, on me disait salut, moi j'aimerais bien des photos pour un anniversaire et je savais pas par où commencer, je paniquais un peu, j'étais en mode qu'est-ce que je dois lui dire en premier, est-ce que si, est-ce que ça, bon. Et ça faisait que mon discours était pas hyper clair et je pense que du coup j'ai aussi pas conclu pas mal de ventes à cause de ça parce que quand il y a une cliente qui vous contacte pour de la prestation de service par exemple, et elle a besoin de pouvoir vous faire confiance, a besoin de voir que vous savez où vous allez, a besoin de savoir aussi que vous savez ce que vous faites et tout. Et le fait d'hésiter beaucoup devant la personne, ça peut vraiment refroidir la personne en face, même si ça se trouve, vous faites du très bon travail. Pour ne pas que ça m'arrive et pour pouvoir fluidifier aussi pour moi la prestation, j'ai vraiment établi des processus. Imaginons, on va prendre une cliente qui me contacte pour un mariage par exemple. Je sais que je vais lui proposer directement de lui envoyer un petit guide pour lui expliquer comment la prestation va se passer. Je lui propose une date pour pouvoir s'appeler. Après l'appel, je lui crée le devis et le contrat qui vont avec les choses qu'on s'est dites au téléphone. À la signature du devis et du contrat, je lui envoie ensuite la liste des petites questions auxquelles il faut qu'elle me réponde. Donc, je demande le numéro du ou de la témoin. Je demande le déroulé exact de la journée, en tout cas du temps où je serai là. Je lui demande les personnes importantes à prendre en photo, à ne pas rater. Voilà, je pose plein de questions. Et ensuite, avant le jour J, si besoin, on se rappelle. Ensuite, je fais les photos. Je leur envoie les photos sous tant de temps. Je sais combien de fois je leur laisse modifier ou pas certaines choses si elles ont besoin. Pour du portrait, sinon, j'ai aussi mon processus. Donc, si on me contacte pour un book, je sais que je vais envoyer un guide pour préparer cette tenue. Je vais envoyer le déroulé de comment ça va se passer. Après les prises de vue, je vais proposer l'envoi d'une planche contact sur laquelle mes clients vont pouvoir choisir leur photo favorite à retoucher. Je sais combien coûte une photo supplémentaire à retoucher, je leur dis sur le contrat et le devis. Tout est clair et tout est fait à l'avance. Et je pense que ça permet aussi aujourd'hui à mes clientes de mieux se projeter. Pareil, quand j'invite des invités sur le podcast, j'ai un processus clair. Je leur propose le podcast. Si ils et elles sont chauds, je leur envoie la liste des questions et je leur envoie tout le processus qui va arriver ensuite. Comme ça, mes invités savent où y mettre les pieds et c'est vraiment clair pour tout le monde. Ça, c'est aussi des apprentissages que l'on fait avec l'expérience parce qu'il y a certaines prestations, si vous l'avez jamais fait, il y a des choses que vous pouvez pas anticiper. Mais à chaque fois que vous faites une prestation, je vous conseille trop de vous poser un petit peu à la fin, si vous êtes au tout début de votre activité surtout, de vous poser un peu à la fin et de vous dire ok, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins fonctionné. La prochaine fois, qu'est-ce que je peux demander en plus? Qu'est-ce que je peux spécifier à l'avance en plus? Et en fait, petit à petit, ça va devenir automatique. Et si vous l'écrivez aussi quelque part, ça peut être chouette. Comme ça, les jours où vous êtes fatigué, vous oubliez rien. Moi, pour chaque type de prestation, j'ai un processus un peu différent, même si la base reste vraiment la même. Mais voilà, il y a des petites choses à pas oublier. Par exemple, pour le studio, je demande toujours à avoir des chaussures propres, des trucs comme ça. Donc, c'est des choses des fois qu'on oublie et c'est cool de pouvoir l'avoir écrit quelque part pour les jours où vous êtes moins en forme. Voilà, donc avoir un processus clair, c'est quelque chose qui m'a beaucoup changé la vie aussi.
Apprentissage numéro 4, c'est ok de vouloir gagner de l'argent avec son travail passion. Ça, c'est des débats qu'on a beaucoup avec mon entourage parce que on est beaucoup à se sentir pas légitime. On est beaucoup à se dire mais non, mais en plus c'est un travail que j'aime, du coup je vais me payer moins, etc. Se légitimer sur le parcours pendant son activité, c'est quelque chose aussi que j'ai trouvé essentiel parce que avant, quand j'ai commencé, je me sentais vraiment pas légitime. En plus, moi, j'ai pas fait d'école et tout, donc j'ai pas de diplôme à montrer, j'avais pas trop d'expérience à montrer non plus. Et du coup, je me disais, bon bah, mon travail ne vaut rien, et en plus, qui je suis pour demander des sous? Est-ce que ça fait de moi, surtout quand on est une femme en plus, des fois ça nous vient en tête, enfin en tout cas moi ça m'est venu en tête, est-ce que je suis pas, je fais pas ça que pour l'argent, on va penser que je suis une michto et tout, non mais je me disais des trucs de fou. Et en fait je me suis rendu compte que c'est quelque chose qu'on est beaucoup à partager, surtout les personnes minorisées avec qui j'ai parlé. On est beaucoup à ne pas oser demander de l'argent pour notre travail. Et aussi quand on est militanteux, on a des fois un peu de mal à parler d'argent et tout. Alors que c'est grave ok, je trouve, d'en parler. Et au contraire, je trouve ça hyper empouvoirant. Moi par exemple, de mon vécu personnel en tant que meuf, de me battre pour gagner ma vie en photo, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont photographes professionnelles aujourd'hui, et que c'est encore plus dur pour les meufs que pour les mecs de y arriver. Déjà que pour les mecs c'est difficile, et moi je cherche pas à être riche, mais par contre je cherche à vivre de mon travail, et je trouve que c'est légitime, et on n'a pas à avoir peur de dire ça à voix haute. Moi j'ai eu peur pendant très longtemps et j'ai plus peur. Maintenant, si vous regardez ma com, je parle souvent de mes tarifs, je parle souvent de le pourquoi derrière mes tarifs, mes délais, mes offres. Je mets en avant les choses que je vends sur ma boutique Etsy parce qu'il faut que je vive en fait de mon activité. Je viens pas d'une famille riche, je pourrais pas vivre sur le capital de mes parents. Et du coup, voilà, je travaille et je montre que c'est normal de me payer pour ce que je fais. Et au final, j'en parlerai plus tard, mais on se rend vraiment compte que l'entreprise et notre vie perso et notre ressenti perso, c'est hyper relié, notre activité artistique aussi, parce que en fait, c'est toute notre vie souvent. Enfin, on se, on se projette dedans et on y met nos émotions, on y met nous-mêmes. Et en fait, notre entreprise, quand c'est une auto-entreprise comme ça en plus, ou un statut d'artiste-auteur, enfin voilà, quand on est indépendant, et bah, c'est vraiment lié à nous-mêmes. Et du coup, je trouve que c'est normal en fait d'avoir du mal au début à se légitimer, mais que ça peut être aussi hyper porteur de plein de bonnes choses et de bons points d'amour qu'on s'envoie envers nous-mêmes, de se défendre aussi dans notre travail. Moi, j'ai pris beaucoup de temps et je comprends complètement les gens qui n'y arrivent pas encore à se sentir légitimes dans ce qu'elles font. Ça m'arrive encore plein de fois d'ailleurs, mais franchement, c'est ok de demander à être payé pour ce qu'on fait. Voilà. Et depuis que j'ai assumé aussi dans ma communication, au final, j'ai beaucoup plus de clients qu'avant. Parce que j'assume mes prix, je montre que j'y crois et que je crois en ce que je fais. Et aussi, les gens, du coup, me font plus confiance. Je pense que si, encore une fois, j'étais hyper hésitante, etc. Je pense pas que ce soit super dans un monde idéal qu'on soit obligé de jouer à avoir confiance en nous pour pouvoir être payé dans nos trucs. Moi, je suis pour un salaire universel, mais en tout cas, là, moi, ça marche aussi comme ça. Donc, j'essaye de dire à mes potes, vous avez le droit aussi de vous sentir légitime, même si vous n'êtes pas un homme blanc riche. Voilà. 5e apprentissage, c'est que je ne baisse plus, en tout cas en grande majorité, mes prix. Alors c'est à nuancer. Moi je comprends qu'au tout début on fasse des prix pour se faire un bon portfolio, qu'on se fasse des prix aussi pour pouvoir rentrer aussi dans des milieux qu'on apprécie particulièrement et qui sont plus durs d'entrer quand on n'a pas de réseau, etc. Je comprends totalement. Et c'est facile de dire à des gens à qui on négocie tout le temps les prix, assume tes prix. Enfin, en fait, moi, des fois, on me dit ah Louise, t'as pas des prix assez hauts. Et je dis en fait, j'ai des prix à la réalité aussi du marché. Parce que je sais que si je mets des prix plus hauts que ça, personne ne me prendra. On n'a pas besoin de moi et il y a plein de photographes qui sont moins chers. Donc, j'ai vraiment conscience, quand je vous dis ça, que ne pas baisser ses prix, c'est aussi dans un certain contexte que ça s'applique, etc. Attention, mais j'ai compris quand est-ce qu'il faut que je baisse mes prix et quand est-ce qu'il faut pas le faire. Déjà, bah voilà, en fait, moi, je connais mes tarifs.
Je sais pas si vous êtes hyper accurate sur vos tarifs en mode est-ce que vraiment c'est rentable pour vous ou pas, mais je vous invite, si c'est pas le cas, à vraiment faire les bons calculs pour vos prix, parce que si vous mettez des prix un peu au hasard, ça va être compliqué d'en vivre en vrai. Je vous conseille d'avoir votre revenu minimum, de savoir à combien il est et de pas passer en dessous. Moi, je connais mes tarifs et je sais comment faire pour me payer au SMIC, au minimum syndical. Et du coup, j'applique ces prix tout le temps. Et parfois, ça m'arrive encore aujourd'hui de baisser mes prix pour certaines prestats, parce que c'est des lieux avec qui je veux absolument travailler, parce que c'est des prestats qui me plaisent particulièrement et je sais que j'en ferai pas 150, mais pour cette occasion-là, je le fais. Voilà, il y a plein de raisons à ça, mais ça m'arrive encore, comme je l'ai dit, de baisser mes prix parfois. Mais par contre, je m'impose maintenant un quota à respecter de moments où je baisse mes prix et de moments où je le fais pas. Et du coup, aujourd'hui, je m'oblige à ne pas baisser mes prix à 90-95% du temps, dans l'idéal. Ça veut dire que 9 prestats sur 10, je les fais à mes prix normaux, et que ça peut arriver parfois qu'une prestat sur 10, je baisse mes prix pour atteindre un truc ou aider quelqu'un aussi qui a moins de sous, etc. Mais je sais que j'ai besoin de me payer au prix minimum à 90% de mes prestats. Sinon, je m'épuise beaucoup trop et je suis trop fatiguée et c'est juste pas possible. Surtout que je fais beaucoup de bénévolat à côté. Donc voilà, je peux pas faire plus que ça. Et ça me permet aussi de mieux choisir les projets à qui je fais un prix. C'est-à-dire les projets d'assaut ou de gens qui ont moins d'argent, ou des projets qui me tiennent plus à cœur, ou des lieux avec qui je veux absolument travailler et qui me donnent une enveloppe pas ouf. Voilà, mais je sais que je le fais pas souvent, et ça me permet aussi de me maintenir en bonne santé tout simplement. Et je vous conseille vraiment, en tout cas si c'est pas 90%, et même si vous êtes au début, de vous imposer un quota qui soit en majorité payé normalement, s'il vous plaît. Mais vous pouvez vous dire, voilà, 70% de mes prestats, je vais défendre mes prix à fond, et 30% de mes prestats, je le laisse à de la découverte de nouveaux horizons, d'un secteur dans lequel j'ai envie de rentrer. Et du coup, là, je me permets parfois de baisser mes prix pour pouvoir intégrer les réseaux au début, etc. Enfin, voilà. Mais je pense que c'est important de s'imposer les petites limites écrites, chiffrées quelque part, parce que sinon on peut vite se laisser aller. Moi, en tout cas, c'est ce que je faisais au début. En fait, je baissais mes prix tout le temps. On me négociait H24 et je disais oui tout le temps parce que j'avais pas assez de travail, parce que si, parce que ça. Et au final, les gens s'habituent et pensent que c'est vos vrais tarifs. Du coup, ça va pas, quoi. Moi, j'étais crevée, je travaillais beaucoup et je gagnais rien. Et maintenant, voilà, je connais mes prix et je me suis positionnée dessus. Et si on me trouve que c'est trop cher, et tant pis. Voilà, je fais juste pas la presta et c'est ok. Il vaut mieux parfois ne pas travailler que travailler. On pense que ça va nous rapporter des sous, mais en fait, ça nous apporte tellement de fatigue et ça nous fait perdre tellement de temps pour faire de la com, pour trouver plus de clients, que ça vaut pas le coup. Donc ne vous tuez pas à la tâche pour un projet qui vous plaît pas, qui vaut pas le coup et qui en plus est mal payé. Ça vous amènera jamais là où vous avez envie d'aller. Si vous vous tuez à la tâche, faut au moins que soit la personne soit votre pote, soit que ce soit un projet avec des valeurs de ouf que vous voulez soutenir, ou que ce soit un secteur que vous voulez intégrer. Pour moi, c'est les 3 raisons, et le reste, c'est nope, c'est no way. Voilà. La 6e chose que j'ai apprise sur la route, je vous en ai parlé plus haut, mais j'aimerais revenir là-dessus, c'est de prendre du recul. Prendre du recul, je le fais beaucoup grâce à mes bilans, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, je fais des bilans tous les 3 mois et puis des bilans tous les ans. Je fais aussi en vrai des bilans tous les 6 mois sur le podcast et ça me permet de voir où j'en suis dans mon année. En tout cas, ça me permet d'avoir du recul sur ce que je fais. Ça veut dire que j'ai du recul sur comment je vais. Est-ce que je suis crevée ou pas ? La plupart du temps, c'est oui. Ça me permet d'avoir la vision aussi de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les bilans, ça peut être aussi à la fin d'une presta ou à la fin d'une série de prestas. Je me dis, ok, les dernières fois que j'ai parlé avec des clients, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est bien passé ? Qu'est-ce que j'ai pas aimé ? Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer ? Etc. etc. Je fais tout le temps des petits exercices comme ça. Ça m'est arrivé par exemple il y a quelques temps, pas l'année dernière, mais les premières années où je travaillais, qu'il y ait des clients pas contents. Et ça m'est arrivé 2 fois, voilà. Et du coup, ces 2 fois-là, j'ai vraiment essayé de tirer les conclusions de pourquoi, qu'est-ce qui avait pas marché et tout. Alors, je pense que ce n'était pas que de ma faute, évidemment, mais de comment, en fait, faire en sorte que ça réarrive plus.
Et dans les 2 cas, c'était plutôt, il y avait un cas où c'était mieux préparer que la personne en amont les shootings, donc bien lui demander plusieurs fois en reportage sur quoi est-ce que vous voulez que je me concentre, parce que la personne trouvait à la fin en fait que je m'étais concentrée trop sur quelque chose et pas assez sur l'autre. Et du coup voilà, moi je suis en mode de quoi avez-vous besoin tout simplement, et j'essaye de bien lister avec la personne les photos dont elle a besoin, comme ça m'arrive plus. La fois d'avant, c'était un projet que je sentais pas du tout, avec des personnes avec qui j'étais pas à l'aise, les personnes n'étaient pas à l'aise. En gros, j'ai fait un book pour une personne qui était poussée par une personne de sa famille à être modèle alors que la personne n'en avait clairement pas envie. Mais du coup, j'ai fait les photos et en fait, personne n'était content, moi j'étais pas contente, eux ils étaient pas contents. Et en fait, j'étais en mode, mais je le sentais depuis le début que ça allait mal se passer, pourquoi? Enfin voilà. Du coup, faire des petits bilans comme ça permet de prendre du recul et de pas refaire des erreurs 15 fois de suite. Aussi, je me demande toujours qu'est-ce que j'ai aimé faire comme presta. Donc, j'essaye de m'orienter plus là-dessus par la suite. J'essaye toujours de me demander aussi qu'est-ce qui a fonctionné, niveau chiffre d'affaires ou pas. J'essaye toujours de me demander qu'est-ce que les gens ont aimé, par exemple, dans mes offres. Qu'est-ce que les gens m'ont souligné voilà, quand ils ont fait les retours. Moi, j'ai aimé ça, c'était chouette. Et aussi, du coup, par rapport à mes objectifs, je me dis toujours, ok, je me suis mis tel objectif de CA, qu'est-ce que je dois rentrer comme prestation dedans pour pouvoir atteindre cet objectif? Combien de temps je me laisse pour faire tel type de prestation, sur quoi j'axe ma com? En fait, tout part de là. Tout part de mes bilans et tout part de mes futurs objectifs et de comment je relance la machine pour atteindre la suite, etc. Et je trouve que prendre du recul sur son activité, se poser plein de questions autour de ça, c'est hyper intéressant. Bon là, j'ai pas le temps de vous lister toutes les questions, mais si vous voulez, on pourrait faire des épisodes un peu plus exercices où je vous dis voilà comment je fais mes bilans, les questions que je me pose, comment je les construis. Si ça vous dit, ça peut être intéressant en vrai. Le 7e apprentissage, il va pas mal dans la continuité de ce que je viens de vous dire. C'est se former en continu. Alors c'est vrai que nous on évolue, le monde évolue, notre entreprise évolue et du coup on peut pas faire les choses pareilles du début de notre carrière jusqu'à la fin. Moi comme je vous ai dit, j'ai pas fait d'école. Par contre, je me forme tout le temps à plein de choses. Cette année par exemple, je me suis pas forcément hyper formée à plus de techniques photo ou de post-prod. Par contre, je me suis beaucoup formée en post-prod vidéo. Je me suis beaucoup formée à de la prise de vue vidéo aussi parce que j'en faisais avant mon auto-entreprise mais j'étais pas hyper forte. Maintenant, je sais mieux faire. Je me suis beaucoup formée à la photo de concert par contre. C'est quelque chose que j'avais jamais fait et en fait, prendre des photos en basse lumière, ça n'a rien à voir avec prendre des photos en plein jour et surtout prendre des photos en basse lumière avec des lumières qui bougent à peu près toutes les 3 secondes, même pas. La photo de concert, voilà, ça m'a beaucoup formée en termes de prise de vue. Mais là où je me suis le plus formée, je trouve, c'est sur tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, donc tout l'aspect un peu entrepreneurial et gestion d'un projet. J'ai appris énormément de choses en comptabilité, j'ai appris énormément de choses en com, technique de vente aussi, en processus client. J'ai appris comment faire tourner mon activité tout simplement. Et c'est hyper précieux. Pareil, l'organisation, apprendre à s'organiser, pour moi, c'est une formation. Il y a des choses maintenant, je me rends compte que si j'avais appliqué dès le début de mon activité, ça irait beaucoup mieux aujourd'hui. Et du coup, parfois, se former avec les bonnes personnes, parce qu'il y a beaucoup de formations en ligne qui font très peur, qui ont l'air très douteuses. S'il y a des créateurs que vous suivez depuis très longtemps, dont les conseils vous parlent vraiment, etc., franchement, je vous conseille trop parfois de payer une prestation si vous le pouvez, évidemment. Moi, j'ai jamais pu parce que déjà, j'avais pas beaucoup de sous et je savais pas trop où les mettre, les sous que j'avais. Mais avec le recul, je les aurais bien mis dans 1 ou 2 formations. Par exemple, pour les artisans et artisanes, enfin, toutes les personnes créatrices d'objets, de bijoux, de papeterie, etc. Tous les artistes en fait qui ont une boutique en ligne tout simplement, ou les artisanes encore une fois. Il y a Marion Guittier qui tient l'Artisan Academy. Donc c'est une plateforme de formation et elle a aussi une chaîne YouTube, un compte Instagram, etc. Et je la suis depuis des années et ses conseils m'ont tellement aidée sur plein de points, même en prestation de service alors qu'elle parle même pas de ça pour vous dire, mais sur le positionnement, sur comment créer sa com, sur comment mettre en valeur son activité, etc. Je trouve qu'elle est vraiment de très bons conseils. Moi, j'ai toujours
utiliser que son contenu gratuit. Mais si j'avais eu les sous à l'époque de pouvoir payer sa formation, je l'aurais fait, voilà, avec le recul. Et donc, je pense que c'est toujours chouette de pouvoir se former, en tout cas, et de continuer à apprendre sur la route. Et c'est ça aussi qui est intéressant et qui est passionnant de toujours se former. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à checker votre compte CPF. Vous avez droit à de l'argent, il n'est pas en plus infini. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser souvent. Et du coup, vous pouvez vous former gratuitement parce que vous avez déjà de l'argent que vous avez cotisé et ça se trouve, vous ne le savez même pas. Donc, je vous conseille le CPF. Petit conseil CPF. Voilà. 8e chose que j'ai apprise ces 4 dernières années d'auto-entreprise, c'est que si vous suivez votre compta de façon régulière et assidue, on va dire, vous verrez que normalement chaque année, vous allez avoir des périodes hautes et des périodes basses. Je pense que c'est le cas pour tout le monde, que vous soyez intermittent, intermittente, artiste-auteuriste ou auto-entrepreneureuse. Vous aurez des périodes où vous avez beaucoup de taf et des périodes où vous n'avez pas beaucoup de taf. Il y a des périodes où vous vendrez beaucoup sur votre boutique en ligne et d'autres où vous ne vendrez pas beaucoup. Il y a des périodes où vous aurez plein de prestations de services et d'autres où ce ne sera pas le cas. Moi, j'ai appris du coup que mes périodes hautes chaque année, c'était plutôt mars, avril et puis sinon octobre, novembre, décembre. C'est les périodes les plus hautes que j'ai. Et ensuite, mes périodes basses, c'est plutôt tout ce qui est janvier, février, juin, juillet, août, grosso modo. C'est là où j'ai le moins de clients, le moins d'argent qui rentre en tout cas. Et du coup, j'ai réfléchi cette année à comment faire pour que ces périodes ne soient pas aussi catastrophiques qu'elles l'ont été ces dernières années. Et du coup, pour que ce soit pas le cas, je me suis dit que ça allait être aussi les bonnes occasions de déjà travailler sur d'autres choses. C'est ce que je fais depuis quelques années, c'est que les périodes où je n'ai pas de clients, je me concentre sur le podcast, je me concentre sur les copains par exemple, je me concentre sur mes projets artistiques, je me concentre sur ma com aussi, je fais plein de choses en avance pour que pendant mes périodes de rush, j'ai pas 3 podcasts à enregistrer parce que c'est juste pas possible. Comme je le fais là d'ailleurs, j'enregistre des podcasts pour la future période de rush que je vais avoir. Et donc ça me permet d'avoir une meilleure vision sur mon organisation et de pas avoir des semaines où je travaille 5 heures par semaine et des semaines où je travaille 80 heures par semaine. Voilà, j'essaye de maintenir aux alentours de 35-40 heures. Et du coup, pour ça, il faut que chaque semaine, même si j'ai pas de clients, je remplisse mes semaines. Et donc, je le fais avec toutes ces activités-là. Mais j'essaye aussi maintenant, cette année, d'intégrer un truc de rentabilité parce qu'il faut que je gagne ma vie. Et donc, les périodes creuses, j'essaye dedans de me dire qu'est-ce que je peux faire pour gagner des sous à ce moment-là. Donc, ça peut être lancer une offre sur mes shootings, pas forcément pour les faire tout de suite, mais que les gens pourront réserver sous 1 an. Mais du coup, ils vont me payer l'acompte. Et du coup, un acompte, c'est de l'argent qui rentre. Je vais essayer de faire un lancement aussi de produits sur ma boutique en ligne. Et du coup, c'est des périodes où j'ai pas de clients, de prestats, de services, mais par contre, où je pourrais vendre des tirages et donc j'aurai un petit matelas de sécurité. J'ai aussi, grâce au podcast, le compte Tipeee. Alors, c'est pas de l'argent qui va dans ma poche, mais voilà, c'est du CA aussi de choses que je fais, de projets que je lance. Et j'aimerais à terme pouvoir aussi me rémunérer un petit peu avec le Tipeee, mais on en est très loin, donc voilà, je n'y compte pas ces prochaines années en tout cas. Voilà, c'est plein de choses que j'essaye de mettre en place pour combler ces périodes et aussi se dire avec le recul, c'est pas grave si en janvier j'ai pas fait assez d'argent, c'est toujours comme ça et ça veut pas dire que je vais jamais y arriver. Je sais qu'en mars-avril, j'aurai beaucoup plus de CA et voilà, il y a des mois où vous ferez jamais beaucoup d'argent et c'est pas très grave. Le but, c'est que ce soit sur l'année un peu plus stable. Voilà, c'est le projet principal, quoi. Le but, c'est que sur l'année, à la fin, vous ayez de quoi subvenir à vos besoins, quoi. 9e chose que j'ai apprise sur la route, c'est d'essayer d'avoir plusieurs sources de revenus. Alors ça, je vais pas y passer 3 ans parce que c'est assez classique et je pense que tout le monde vous le dit. Mais moi, en fait... Déjà, j'ai des prestations de services. Elles sont plutôt bien réparties aujourd'hui entre mes clients. J'ai des clients réguliers, j'ai des clients ponctuels. Mais du coup, j'ai quand même pas mal de clients maintenant différents, je veux dire. Et ça me permet de pas compter sur une seule personne, sur un seul client pour tout mon chiffre d'affaires. Ça, c'est no way. Trop dangereux parce que je n'ai pas de contrat à long terme avec qui que ce soit.
Donc ma façon de me protéger là-dessus, c'est de essayer de vendre plus de formules à l'année. Ça veut dire d'avoir plus de clients réguliers sur un an et du coup de pouvoir me reposer sur plusieurs gros clients, on va dire, pas un seul. Et aussi de faire des prestats ponctuels pour des gens. Donc déjà répartir entre mes clients les prestats. Et aussi, je me suis dit, demain si je me casse un bras, surtout le bras droit, parce que je me suis déjà cassé le bras gauche là pendant mon auto-entreprise. Je me suis fait une double fracture du poignet. Mais heureusement c'était le gauche. Alors c'est chiant parce que je suis gauchère. Mais du coup votre appareil photo, vous le tenez du bras droit. Les appareils photo sont tous faits pour les droitiers. Donc je peux carrément faire des photos avec mon bras droit et même le reposer sur mon bras plâtré. C'était ok quoi à ce moment-là. J'étais déjà en auto-entreprise et j'ai continué les prestats la semaine après où je me suis pété le poignet. Donc ça c'est faisable, je le sais. Mais si je me pète le bras droit, si je me pète une jambe, si j'ai des problèmes de santé en général, je touche du bois. Ou alors si demain il y a un confinement ou que il y a n'importe quoi qui peut se passer dans ce monde chelou et que en fait les événements sont interdits pendant un temps, qu'on peut pas se regrouper, que je peux plus faire mes prestations de service, et j'ai pas de matelas de sécurité quoi. J'ai pas beaucoup de trésor, j'en ai même presque pas. J'ai pas de revenus quoi. Mes revenus seront complètement coupés et je sais pas du tout comment je ferai à ce moment-là. Et donc pour ça, je travaille déjà parce que je suis quelqu'un d'anxieux, mais des fois ça fonctionne bien, à me demander comment je peux diversifier mes sources de revenus. Donc c'est pour ça que j'avais créé ma boutique en ligne d'ailleurs. Pour l'instant, elle est déficitaire, comme je vous l'ai dit, mais le but, c'est qu'à terme, ce soit aussi une partie de mes sources de revenus et que je puisse compter là-dessus. Avoir un matelas quand j'en ai besoin et que je peux pas travailler. Et même essayer de mettre un peu de sous de côté. Pareil, si jamais la page Tipeee du podcast augmente, le but, c'est soit que je puisse payer un ou une monteuse, ou alors que je puisse, moi, me payer des heures de montage, d'écriture, etc., que je puisse me rémunérer un peu de temps de travail sur la lame parce que je pourrais pas être bénévole toute ma vie malheureusement sur ce projet, sauf si j'arrive à avoir assez d'argent avec mes clients et tout, à terme bien sûr, mais voilà. Je pense que je le continuerai dans tous les cas, c'est ça que je veux dire, mais ça m'aiderait beaucoup de pouvoir avoir un petit salaire pour ce que je produis ici, c'est quand même beaucoup de travail. Mais du coup, il y a plein de façons de le faire. Je sais que dans la culture, il y a beaucoup de gens qui font des cours, quel que soit le domaine. Il y a beaucoup de gens qui donnent des ateliers aussi, tout ce qui est artiste plasticien, plasticienne ou céramiste, etc. Enfin, plein de métiers plus manuels, le tufting, etc. Il y a plein de gens qui proposent des ateliers, au privé ou au public d'ailleurs. Vous pouvez proposer même des ateliers à des entreprises, à des particuliers, à des écoles. Il y a plein de façons de le faire. Il y a plein de gens qui ont donc une boutique en ligne. Il y a plein de gens qui se rémunèrent avec de la création de contenu. En tout cas, trouver un petit peu une autre forme d'indépendance qu'une seule façon, c'est toujours intéressant pour assurer la pérennité de votre activité dans un monde vraiment peu stable. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et bien sûr, militer pour avoir le salaire à vie et ne plus dépendre des patrons. Et enfin, le 10e apprentissage que j'ai grappillé sur la route, c'est que j'ai toujours mis mon rêve de travailler dans le secteur que je voulais avant toute chose dans ma vie. C'était mon but ultime, voilà, de pouvoir vivre du documentaire, de pouvoir vivre de l'écriture, de pouvoir vivre de la photo. Ça a toujours été mon grand rêve. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus le cas. Mon rêve dans la vie, c'est d'être heureuse. Et en fait, c'est pas un travail de rêve si je travaille dans le secteur que je rêve, mais que je dois sacrifier ma vie perso, que je dois sacrifier tout le reste de ma personnalité, de mon travail et ma santé et mon sommeil pour vivre des choses que j'aime. C'était ok pour moi pendant un temps de faire pas mal de sacrifices, mais ça l'est plus aujourd'hui parce que j'ai perdu beaucoup de points de vie. Je me suis vraiment épuisée, j'ai vraiment mis ma santé de côté et je veux plus faire ça. J'ai aussi mis mes relations de côté pendant un moment et je me suis beaucoup isolée pour travailler pour des prestats en plus qui me plaisaient pas. C'est ça qui est fou, c'est que en plus je m'éloignais de ce que je voulais faire vraiment. Et donc maintenant, mon objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de juste être heureuse. Et si pour être heureuse, je prends demain un travail à mi-temps à côté de mon auto-entreprise parce qu'elle fonctionne plus,
que je change complètement de secteur parce que en fait je n'en peux plus. En fait ça peut prendre plein de formes, mais voilà, le but ultime c'est que j'aille bien. Et donc je sais que pour que j'aille bien, j'ai besoin de voir mes amis, j'ai besoin de pouvoir payer mon loyer, j'ai besoin de faire du sport, de marcher, de lire, d'écrire, de faire des photos. Ça je le sais, mais du coup j'ai pas besoin de vivre de mon activité pour être heureuse, même si ça reste un rêve, évidemment. Mais je le mets plus avant tout et ça m'a permis de remettre ma vie personnelle au bon endroit, je pense, dans mon activité. Et ça, c'est très récent que je l'ai fait. C'était à la fin de l'année dernière, en fait. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, que je m'organise autant. C'est pour avoir du temps pour moi, pour pouvoir avoir un cadre de travail, avoir des horaires. Et j'ai aussi, ça, encore une fois, c'est très personnel, il y a des gens qui trouveraient ça trop stressant, mais j'ai aussi des objectifs perso. Mais c'est des petits trucs, juste j'aimerais faire ça dans l'année, ça me ferait trop plaisir. Parce qu'il y a des choses que j'ai tellement repoussées, du coup, que j'ai jamais fait. Alors que ça fait des années, c'est bête, mais ça faisait des années que je voulais faire un escape game, j'avais jamais pris le temps. Et du coup, de l'écrire, ça m'a poussée aussi à le faire et je l'ai fait et j'étais trop heureuse. Je pense que c'est chouette aussi de prendre le temps, de se dire, voilà, ma vie perso elle est aussi importante que mon travail. Qu'est-ce que j'aimerais faire juste pour moi, juste pour me faire plaisir, parce que je mérite de me faire plaisir. Ça, c'est aussi tout un délire. Mais je pensais que je méritais pas, etc. Tout ça. Et maintenant, je m'impose aussi du temps pour moi tous les jours pour faire mon sport, justement, pour marcher, pour faire ma lecture. C'est bête, mais voilà, je m'impose ce temps-là. Et en fait, je me rends compte que je scrolle plus du tout sur mon téléphone pratiquement, alors que c'était mon grand problème de ces dernières années. Et voilà, du coup, juste me motiver à le faire, ça m'a fait trop plaisir. Et maintenant, je suis beaucoup plus pote avec moi-même. C'est hyper bénéfique pour moi. Donc, je prends soin de ma tête et ça, elle en avait bien besoin. Je prends soin de mon corps, je prends soin de moi. Et c'est vrai, ça a vraiment tout changé pour moi. Au final, je travaille mieux, en plus. Je me suis rendu compte aussi que le monde n'arrêtera pas de tourner si je prends un jour de repos supplémentaire. Et du coup, m'imposer tout ça, ça m'a aussi obligée quelque part à imposer mes prix, à imposer mes délais, etc. Parce que sinon, ça rentrait plus dans aucune case, rien. Donc, ça a eu que des bonnes répercussions au final de prendre du temps pour moi. Je sais qu'au début, je pensais qu'il fallait que tout mon temps soit optimisé pour mon auto-entreprise, que je travaille le plus longtemps possible et que j'ai le moins de jours de repos possible et que j'avais pas le droit de prendre des vacances, etc., etc. Ça m'a pris tellement de temps à m'enlever ça de la tête. Vraiment, c'était ancré comme jamais. Mais c'est parti, ça y est. C'est fini ça. C'est parti. Et quand je prends 2 jours de week-end, je suis fière de moi et je suis contente, alors qu'avant, je culpabilisais. Maintenant, c'est l'inverse. Je suis en mode, oui, Louise, c'est bien. Il faut dormir. Et donc, ça, c'est trop bien. Et puis j'ai rajouté un petit bonus, j'avoue, mais 11e apprentissage, plus jamais je travaille avec des clients que je sens pas depuis le début. Les gens qui me négocient à tort et à travers chaque petit point et chaque petit sou de quoi que ce soit, je ne fais plus. Les gens qui veulent monts et merveilles mais qui veulent pas vous payer, je ne fais plus. Les gens qui respectent aucun de mes délais, aucune de mes demandes, les gens qui ne respectent pas mes limites, les gens qui ne m'offrent pas un cadre de travail rassurant, etc. Je fais plus. Je me suis tellement abîmée dans des trucs, vraiment, je vous jure. J'ai tellement tout accepté parce que je pensais que j'avais pas le choix, etc. Et c'est normal, et je m'en veux pas du tout et c'est trop pas de ma faute, mais plus jamais je fais ça parce que après, même en post-prod, ce sera des gens qui vous demanderont 10 milliards de modifications sans vous payer plus. Enfin voilà. Maintenant, je travaille avec des gens avec qui je me sens bien. Des fois, je peux pas le prédire à l'avance et c'est des gens avec qui je me sens pas bien au final. Et je peux pas m'en vouloir pour ça et c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Mais la plupart du temps, du coup, je tombe sur des gens adorables, je me sens hyper chanceuse de ça. Et aussi, dernier petit apprentissage, c'est que je ne travaillerai plus jamais sans contrat et sans devis, c'est terminé. Contrat, devis, systématique, tout le temps, tout le temps. Voilà, petite conclusion, c'était les 10 choses que j'ai apprises ces dernières années. Il y en a encore plein d'autres en vrai et je suis sûre que vous en avez plein à partager aussi, donc je suis très curieuse de vous le dire. Ça m'a fait du bien d'en parler avec vous et de prendre du recul sur tout ça. C'est hyper motivant pour la suite aussi. Je me dis que j'ai quand même fait du chemin et que des fois c'est dur de s'en rendre compte. Donc maintenant là j'essaye de célébrer un peu ça, en tout cas aujourd'hui, de me dire bravo, tu as fait du chemin, c'est bien. J'ai conscience que là je parle de mon point de vue de... Ça fait 4 ans que je tape dedans et du coup il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus faciles qu'au début. Et voilà, il y a des choses qui prendront du temps dans tous les cas et on peut pas tout appliquer dès le début, c'est normal.
Il faut prendre le temps de se faire son expérience, il faut prendre le temps de prendre confiance aussi. Et ça c'est pas en un petit déclic, c'est pas parce qu'on vous dit prenez confiance en vous que vous allez prendre confiance en vous. Je parle aussi de mon point de vue de personne blanche, je parle de mon point de vue de personne de classe moyenne. Et du coup, je sais que ça m'a offert quelques privilèges et que du coup, c'est encore plus dur si vous n'êtes pas dans ce cas-là. Mais voilà, si ça a pu résonner un petit peu et vous aider, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça me fait plaisir et je serais curieuse d'avoir vos retours. Et voilà, merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici. Moi, je vous laisse. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à lâcher un commentaire, un like. Ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir et j'en ai vraiment besoin. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Salut!